soit pour protéger ses parents, mais ce qu'on ne dit pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est les gens qu'on a, c'est les anonymes, c'est les gens qu'on n'a pas entendus. C'est ceux qui sont tombés dans les trous de l'histoire. C'est comme ça que je suis arrivée à ça. Et ça demande énormément de recherche. Pendant 1 an, je n'ai lu que des témoignages sur la guerre 14. Que ça. Pas des faits historiques. Des témoignages, des récits. À la fin, j'en rêvais. Je me suis retrouvée plus d'une fois dans les tranchées, mais vraiment. Et en fait, mon but, c'était d'éprouver le plus possible émotionnellement. À tel point que là, je reçois un mail d'une amie, je lui réponds, puis elle m'appelle à Fleury, elle me dit « Mais t'es où? T'es pas à Paris, quoi ?» En fait, je dis « Non, c'est vrai, j'étais en novembre 17, j'étais pas du tout... » Là, alors qu'on était en plein mois d'août, et vraiment, j'ai dû lui répondre, je sais pas, qu'il faisait froid, j'en sais rien, mais je veux dire, on est vraiment, on incarne complètement... Et le travail, c'est à la fois d'être capable, effectivement, d'avoir une rigueur terrible, parce que moi, je me suis fait relire par un général, par exemple. Il m'a dit ah bah dis donc, enfin, c'était très flatteur, pour une femme surtout, je trouvais que c'était absolument impeccable. Mais on a besoin de cette rigueur, et puis moi, en général, je ne vais pas voir les services de presse ou les gens de com, etc. Pas trop non plus tout de suite les historiens, parce que les gens, ils m'orientent. Et moi, je ne veux surtout pas qu'on m'oriente, parce que justement, je veux attendre et entendre ce qui se dit dans les personnages. Laisser travailler l'imaginaire d'abord. Mais c'est ça, exactement. Voir après s'il colle avec la réalité. Mais ça colle toujours si on se renseigne, si on sait chercher, si on s'immerge totalement. Ça colle toujours. Et le nouveau projet, c'est quoi le prochain roman? Ah ben, alors, je copie pas sur toi, mais je trouve que non, c'est pas du tout historique, en fait. Ben, la guerre 14, quand j'ai fait La vie tranchée, j'ai rencontré un type dans une commission, du service historique, qui m'a dit « Oh là là, la guerre 14 !» Si vous tombez dedans, vous n'en sortirez plus jamais. Mais moi, je sors de tous mes livres, en fait. Toujours. Mais non, c'est vrai. Parce qu'en fait, les personnages, je ne les perds pas. Ils sont toujours avec moi, donc quelque part, ils m'accompagnent. Et puis moi, le temps, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc... Pourquoi pas y revenir plus tard et puis... Tout à fait. Je veux dire, oui, c'est ça en plus. Elle peut se passer à cet endroit-là. Pas s'enfermer dans une époque. Non, c'est ça, oui. Et si on veut rester toute sa vie dans une époque, c'est pas pour autant qu'on est enfermé non plus. Tout dépend comment on aborde les choses. Mireille, le prochain livre? Ah, le prochain livre, il se passe dans le Paris du très jeune Saint-Louis, voilà, avec une mine d'or qui a disparu, qui appartenait, mais qui n'était pas à Paris, donc, dans la Montagne Noire, et qui a été fermée par un cathare un jour. Le jour où il a décidé de devenir cathare, c'est tout. Et qu'on a retrouvé cette mine d'or en 1804, et qui a été une des plus grosses mines d'or de France et même d'Europe. Voilà. Et donc voilà, on démarre à Paris sur le premier tome, on part en terre cathare, du côté de l'Astour sur le deuxième. Pour les livres en plusieurs tomes, vous écrivez tout Oui. Avant de commencer à publier. Oui. Pour vous, c'est une seule histoire? C'est une seule histoire. Oui, parce que moi, pour moi, je pourrais être publié en un seul morceau, mais après, ça, c'est le choix de l'éditeur. Enfin, il regarde, il fait ce qu'il veut avec, c'est plus moi. Moi, oui, c'est une histoire complète, bien sûr. Et puis, je ne veux pas faire attendre les lecteurs, surtout. Il vaut mieux avoir déjà tout. J'en ai fini avec les sagas à 5 ou 6 volumes parce que c'était trop prégnant pour moi. Puis mon fils a eu cette réflexion très juste. Il m'a dit « Maman, t'as failli mourir 5 fois. Alors imagine que la 6e soit la bonne et que ce soit entre le 3e et le 4e tome d'une saga qui en fait 5. » Et là j'ai fait « Mon Dieu, mais il a raison, ce con !» J'ai dit donc plus jamais ça, effectivement. Mais il m'a dit je pense à tes lecteurs, maman. J'ai dit oui chérie, tu as bien fait là, tu as raison. Donc on va arrêter, on va faire 2, puis on arrête là. Mon fils il a 33 ans. Dominique, les projets à venir? Alors, je viens de terminer un titre qui me tenait à cœur, c'est les débuts de l'islam. De la naissance de Mahomet jusqu'à la prise de Bagdad, 1258. Voilà, comment l'islam est né, comment l'islam s'est installé, et comment une civilisation très très à la pointe
s'est développé. Et c'est ça que j'essaye de raconter et d'expliquer. Parce que je trouve qu'on fait beaucoup d'amalgames, on ne sait pas très bien. Et surtout, comme je m'adresse à des jeunes lecteurs, j'explique de façon, j'espère, très simple et très pédagogique. Et moi, ma prochaine héroïne, c'est une postière. Ah, ça vous intéresse? Ouais, voilà, c'est vrai que c'est drôle. Hein. Ça a l'air motivant. C'est drôle, c'est une postière. postière. Elle est fantastique, je l'adore. Voilà, ça fait très longtemps que je pense à elle. Donc, c'est une postière bretonne d'origine espagnole et, qui s'appelle Lola. Lola, c'est le diminutif de Dolores. Et pourquoi Dolores? Parce que sa mère s'appelait Dolores, parce que sa grand-mère s'appelait Dolores, parce que son arrière-grand-mère s'appelait Dolores, parce que toutes les femmes de la famille, les aînés, s'appellent Dolores. Et que, d'où vient cette douleur, quoi, c'est impossible de savoir, et les gens de sa famille essayent de la diluer, puisque du coup, toutes les aînées de ses sœurs s'appellent Dolores. On essaye de diluer la douleur, mais on ne sait pas trop. C'est Et... une histoire début du XXe siècle? Ah, c'est une histoire maintenant. Maintenant? C'est une histoire maintenant, mais il y a quand même des petits retours en arrière pour essayer de comprendre l'origine de la douleur et l'héritage. Elle a deux choses dans ça. Elle est seule, elle vit seule, elle est très bien, elle est super bien, elle vit au-dessus de sa poste, dans un petit village. Elle a un jardin à l'arrière qu'elle adore. Elle se sent vraiment très bien comme ça. Et le mur au fond du jardin donne sur le cimetière. Et un jour, le jour de la Sainte-Catherine, alors qu'elle travaille la terre et qu'elle plante parce que tout prend racine, qu'elle est heureuse. Il y a un courant d'air qui vient d'une faille dans le mur du cimetière qui l'agace, très froid. Elle va voir et en fait ça va changer sa vie. Donc il y a encore des fantômes, mince. Mais on parle que de fantômes quand on parle d'histoire. Mais c'est dans sa chambre à coucher, en fait, elle entend les fenêtres qui claquent et tout, avec le courant d'air et tout ça. Dans sa chambre à coucher, il y a ces deux héritages, paternel et maternel. Il y a l'héritage paternel qui est breton. Et à l'époque, c'est très beau, je trouve, cette tradition. L'arrière-grand-père, dans les paysans bretons, plantait l'arbre duquel on ferait l'armoire de noces de l'arrière-petite-fille. Et donc, à partir du moment où l'arrière-petite-fille naissait, on coupait l'arbre en pensant à l'arrière-grand-père. On laissait sécher jusqu'aux fiançailles, donc de la naissance jusqu'aux fiançailles de la jeune fille. La famille ensuite discutait avec l'ébéniste pour savoir quel motif serait placé sur l'armoire. On confiait le bois sec à l'ébéniste qui avait le temps entre les fiançailles et le mariage pour fabriquer cette armoire de noces. Et l'armoire de noces, ça pouvait être absolument incroyable. Hein. C'était soit très simple, soit... C'est vraiment, quand on voit les gens qui se promènent, qui doivent partir avec leur carriole, il y a l'armoire de noces qui est une sorte en fait de trésor dans laquelle on a tout mis. Et c'est vraiment très important. Et je trouve cette filiation, ce travail comme ça, cette pensée